Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints ce début d'après-midi à l'occasion de ce nouveau webinaire organisé par Noévi. Nous avons 30 minutes devant nous pour parler des intérêts de l'acidification de l'eau en élevage de porcs. C'est le docteur David Perroz, vétérinaire Noévi, qui va intervenir. David Perroz travaille depuis 10 ans en production porcine. Avant de lui laisser la parole, je vous précise que ce webinaire est enregistré et que vous pourrez le retrouver prochainement sur Tertiel ou sur la chaîne YouTube de Noévi. Vous pourrez poser toutes vos questions à la fin de l'intervention de David. Nous prendrons le temps de répondre aux questions. Je vais te laisser la parole, David. Oui, du coup, pour commencer. Très bien. Eh bien, bonjour, donc bienvenue à ce webinaire qui est consacré à l'usage des acides pour acidifier l'eau en élevage de porcs. Donc, au cours de cette présentation, je vais vous montrer donc, trois intérêts que moi je vois à l'usage des acides en élevage de porcs. Donc, d'une part, la sécurisation sanitaire, d'autre part, l'usage pour améliorer la qualité de l'eau, et puis enfin, un intérêt sur l'efficacité alimentaire. Donc avant de commencer, je vais quand même vous faire un petit rappel sur la santé du porc, puisque donc, vous le savez, en élevage de porc, il y a quand même plusieurs périodes qui sont critiques. Donc tout d'abord, pour les porcelets en maternité, c'est une phase critique puisque les porcelets, quand ils naissent, ont un niveau immunitaire qui est assez faible. Et puis c'est également une période durant laquelle les porcelets vont se constituer leur flore digestive. Donc c'est important qu'à ce moment-là, eh bien, on ait des truies qui soient capables d'avoir une bonne lactation pour avoir des porcelets vigoureux et également d'avoir une flore de truies qui est équilibrée puisque c'est cette flore qui va fournir en fait la flore au porcelet. Donc tout ce qu'on peut faire en maternité pour améliorer la lactation et la qualité de flore de la truie est intéressant. Et donc on va voir que les acides peuvent nous aider à ce moment-là. Deuxième phase critique en élevage de porc, donc le sevrage. Phase critique pour plusieurs raisons. D'une part, c'est une période durant laquelle eh bien, le porcelet est soumis à plusieurs stress puisqu'il est changé d'environnement. Et puis au niveau digestif, on a également une transition alimentaire qui est marquée principalement par l'arrêt de l'alimentation lactée et l'introduction de protéines végétales dans l'aliment. Donc ça fait des changements importants au niveau du tube digestif. Et donc tout ce que nous, on va pouvoir faire pour aider le porcelet à mieux digérer ces protéines, eh bien, va permettre de réduire les problèmes qu'on peut observer au moment du sevrage. Enfin, dernière phase à risque, c'est la période d'engraissement. C'est une période où on a plusieurs transitions alimentaires qui sont associées également à des changements au niveau digestif. C'est une période également où on peut avoir plus de compétition entre les porcs, donc c'est une source de stress. Et puis, c'est une période également où les porcs sont plus sensibles à tout ce qui est pic de température. Donc, en engraissement, tout ce qui permettra notamment d'améliorer la digestion et la consommation d'eau eh bien, est à rechercher pour avoir un élevage qui fonctionne bien. Donc, quand on n'arrive pas justement à gérer toutes ces choses-là, ce qu'on peut observer au moment de ces phases critiques, ce sont différents troubles, donc notamment des troubles digestifs, qui sont illustrés ici par différentes photos, donc des diarrhées. On peut avoir d'autres types de diarrhées, avec du sang, ou des diarrhées plus avec de la nécrose. Et puis on peut avoir également d'autres troubles, plus des troubles, qu'on dirait neurologiques, avec des cochons qui vont rester couchés ou qui vont pédaler, que ce soit en post-sevrage, avec par exemple la maladie de l'œdème que vous connaissez peut-être, ou les maladies à streptocoque. Donc ces maladies sont dues à des bactéries pathogènes, mais chez le porc, on a également toute une série de bactéries qui, je dirais, sont bénéfiques et qu'on appelle la flore commensale. Donc ce qu'on peut faire, nous, en élevage, c'est favoriser cette flore commensale pour qu'elle vienne entrer en compétition avec la flore pathogène et donc limiter le risque de voir survenir des pathologies en élevage. Alors comment est-ce qu'on peut faire pour contrôler une flore en élevage ? Eh bien, la croissance des bactéries, il faut savoir qu'elle dépend de plusieurs choses. Elle dépend donc de l'eau, de la température et de la présence ou pas d'oxygène. Mais elle dépend également d'un paramètre sur lequel on va pouvoir jouer, qui est le pH. Donc le pH, c'est en fait ce qui correspond à l'acidité ou au caractère basique d'un milieu. Alors pour illustrer cette importance du pH sur la croissance des bactéries, vous avez ici une échelle qui va de 1 à 9. Ça correspond à des valeurs de pH et sur laquelle sont positionnés différents aliments. Et ce qu'on peut voir, c'est que les aliments en fait, qui ont un pH bas, par exemple la choucroute ou le yaourt, on est à 4 ou 5 de pH, eh bien, ce sont plutôt des aliments stables. Alors qu'à l'inverse, des aliments qui ont un pH élevé, par exemple le lait ou le poisson, on est à 6, 7, 8, eh bien, on a des produits qui sont moins stables.
Et donc ça s'explique par le fait que dans ces aliments, il y a plus de bactéries qui peuvent se développer. Toujours sur cette idée de pH, je vous ai remis ici, par rapport à des bactéries pathogènes que vous connaissez peut-être, les pH optimaux de croissance. Eh bien, ce qu'on peut voir, c'est que pour ces bactéries, donc Clostridium, Escherichia coli, Salmonelle ou Staphylocoque, le pH pour la croissance optimale se situe autour de 7, avec une petite variabilité. Mais globalement, dès qu'on va abaisser le pH en dessous de 6, voire 5 pour certaines bactéries, eh bien, ces bactéries ne se développent plus. Donc voilà, donc c'est important en élevage en fait, de pouvoir maîtriser quand même le pH. Et donc, ce qu'on va pouvoir utiliser pour ce faire, ce sont des acides, et en particulier les acides faibles. Alors, ces acides, c'est quoi? Eh bien, en fait, ceux qu'on peut utiliser sont autorisés en tant qu'agents conservateurs. Il y a deux familles d'acides, globalement, des acides forts dont on ne va pas parler aujourd'hui, et puis les acides faibles, qui sont ceux qui nous intéressent. Donc, ces acides faibles, je vous les ai mis ici, on va les reprendre un petit peu après, mais vous connaissez peut-être ces noms, acide formique, acide acétique, acide sorbique, par exemple. Alors, un acide faible, c'est quoi? Mais en fait, c'est une molécule, donc ici, elle est représentée par ce qui est entouré en rouge, RCOH. Et donc, cette molécule, quand on la met dans l'eau, elle va libérer donc un H+, ce qui va faire baisser le pH, et elle se retrouve sous une autre forme, qui est RCO-. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est qu'en fait, ce sont des molécules qui vont avoir tendance à être présentes en forme RCOH et RCO-, et à alterner entre ces deux formes-là, ce qui fait que le pH va être en fait stabilisé. C'est des molécules qui ont un pouvoir tampon, et qui vont fixer le pH d'une solution à une certaine valeur, et cette valeur est souvent proche donc, de ce qu'on appelle le pK de l'acide. Alors pour illustrer cette notion de tampon, je vous ai fait une petite vidéo. Voilà, donc pour vous expliquer, donc, vous avez ici une solution, un bécher dans lequel il y a 500 ml d'eau. Dans ce bécher, je rajoute de l'acide, donc du vinaigre, par dose de 5 ml successives. Et donc, vous avez en haut, sur l'appareil en verre, là, un numéro qui correspond au pH. Donc, le pH de départ est de 8. Je mets le vinaigre dedans. Première dose, 5 ml, donc ça fait une dose de 1%. Et donc, vous allez voir, le pH va baisser très rapidement après l'adjonction de l'acide. Donc, on est à 8. Là, le pH descend très rapidement jusqu'à une valeur proche de 4. Et on est à 1%. Ensuite, je rajoute encore une dose de 5 ml. Donc, on arrive à 2%. D'acide. Donc vous voyez le pH qui continue à baisser, mais cette fois-ci beaucoup moins, il va vers 3,6. Et je continue successivement de rajouter 5 ml, 5 ml, 5 ml, etc. Et ce qu'on voit, donc, c'est que le pH baisse un petit peu, mais maintenant, il baisse quand même beaucoup moins et se stabilise à une valeur qui est entre 3 et 4. Donc les acides faibles, ça fait baisser le pH, mais ça ne sert à rien de s'en servir pour faire baisser le pH de façon très forte. On a beau en rajouter, on n'arrive pas à descendre le pH au-delà d'une certaine valeur. Alors, les acides faibles, il y en a plusieurs, et ce qui va les distinguer, c'est la longueur de leur chaîne, la longueur de la molécule. Donc, on a globalement deux grandes familles d'acides, les acides à chaîne courte, acide acétique, propionique, butyrique, qui sont en haut du tableau, et puis des acides à chaîne moyenne, qui sont en bas du tableau, tels que l'acide fumarique ou l'acide malique. Ça, c'est important, puisqu'en fait, les acides, en fonction de la longueur de chaîne, n'ont pas la même efficacité sur les bactéries. Si on revient maintenant à l'élevage, donc ces acides, comme je vous le disais, ils vont avoir un intérêt au niveau de la sécurisation sanitaire. En effet, comme ce sont des molécules qui vont réguler les flores, eh bien, ça permet d'orienter vers des flores positives et donc de prévenir certaines maladies, ce qui permet également en élevage eh bien, de réduire l'usage des antibiotiques. Pour détailler un petit peu cela, pour comprendre comment ça fonctionne, vous avez ici un schéma d'une bactérie. Donc, en gros, ce qu'il faut retenir d'une bactérie, c'est que finalement, c'est un petit organisme qui est enveloppé dans une paroi et que ces parois, on a deux grandes familles de bactéries en fonction de l'aspect de cette paroi et de sa composition. Par exemple, les Escherichia coli sont des bactéries gram négatives, avec une paroi qui est schématisée ici, et à l'inverse, les streptocoques sont des bactéries à gram positif, et donc une paroi qui est complètement différente. Eh bien, donc, de la structure de cette paroi va dépendre la capacité des acides à agir. Et en fonction des bactéries, eh bien, l'acide le plus efficace ne sera pas le même. Donc, sur ce tableau, ce que vous voyez, c'est les différents acides sur la gauche et les bactéries gram plus, bactéries gram moins. À chaque fois que j'ai mis un plus, c'est que l'acide est efficace.
Donc ce que vous voyez, c'est que sur les bactéries Gram-, c'est plutôt les acides à chaîne courte qui seront efficaces, alors que sur les bactéries Gram+, c'est plutôt les acides à chaîne longue. Sur le mécanisme d'action des acides, en fait, comment ça marche? Eh bien, la molécule active, donc RCOH, là, va rentrer dans ce qui est schématisé ici en jaune, qui est la bactérie, et une fois que c'est rentré dans la bactérie, la bactérie est détruite. Alors, pour que l'acide soit efficace, en fait, il faut qu'il soit en milieu acide. Et donc, au niveau du tube digestif, eh bien, nous avons différents pH. Donc, des pH qui peuvent aller de 2 jusqu'à 7 en fonction du segment du tube digestif dans lequel on va se trouver. Donc, pour être sûr que nos acides vont être efficaces, eh bien, en pratique, on utilise toujours des mélanges d'acides, ce qui permet, ce que vous avez ici sur la droite, d'avoir un produit qui va être efficace en fait sur une plage de pH digestif importante. Donc, retenez qu'on utilise toujours ces acides en mélange. Deuxième intérêt des acides en élevage, donc, c'est améliorer la qualité de l'eau et également la consommation d'eau, ce qu'on va voir. Donc, sur l'aspect qualité d'eau, en fait, c'est particulièrement vrai dans les élevages où on utilise une désinfection par le chlore. En effet, donc, le chlore, quand vous le mettez dans l'eau, il va se dissocier pour donner un acide hypochloreux, qui est en gros le chlore actif. Et cette quantité de chlore actif est d'autant plus importante que le pH de l'eau est acide. C'est ce qui est représenté ici, là, si vous regardez la courbe bleue. Tout en haut, c'est 100% de chlore actif, tout en bas, c'est 0. Et ce qu'on voit, c'est que quand le pH est autour de 6, eh bien, on arrive à quasiment 95% de chlore actif, alors que si on a un pH qui est à 8, eh bien, on n'a plus que 25% de chlore actif. Donc, si vous acidifiez l'eau, vous avez une chloration qui est plus efficace. Toujours par rapport à l'eau, donc les acides organiques mis dans l'eau, eh bien, augmentent la consommation d'eau par les cochons, que ce soit des porcelets ou chez les truies. Donc ça, c'est très intéressant en maternité, puisque ça permet d'augmenter la quantité d'eau consommée par les truies. C'est donc des animaux qui sont en capacité d'ingérer également plus d'aliments. Ça veut dire donc plus de lait et une meilleure lactation, donc des porcelets qui potentiellement seront un petit peu plus gros au sevrage, et surtout des truies qui vont moins perdre d'état, donc une meilleure fertilité au cycle suivant. Par ailleurs, comme les acides vont réguler la flore de la truie, eh bien, ça va plutôt orienter vers une flore digestive de type lactique, et donc on va avoir une flore de meilleure qualité pour le porcelet et moins de risque de transmettre des bactéries pathogènes au porcelet. Alors, un petit focus quand même sur ce qu'on appelle les biofilms. Donc, les biofilms, ce sont en fait des dépôts qui vont se faire dans les canalisations d'eau, par exemple, qui sont constitués de bactéries, éventuellement de minéraux tels que le fer ou le manganèse qu'on peut trouver dans l'eau et d'algues. Donc, ces biofilms, c'est important de lutter contre puisque ce sont des réservoirs à bactéries pathogènes, mais pas que. Et puis, c'est une source également d'obstruction des pipettes. Donc les acides, dans leur usage, il faut faire attention parce que s'ils sont mal utilisés, on peut favoriser ce genre de choses, mais bien utilisés, il n'y a pas de souci particulier. Dernier intérêt des acides en élevage de porc, donc c'est l'efficacité alimentaire. Donc un exemple sur ce tableau. Donc, ce qui a été fait ici, c'est une expérience dans laquelle on a fait manger à des porcelets donc différents aliments qui contenaient de l'acide faible, hein, l'acide formique à différents pourcentages. Donc 0, c'est pas d'acide, 2,4, c'est 2,4% d'acide. Et ce qu'on peut voir, c'est que quand on met de l'acide dans l'aliment, eh bien, la digestibilité des protéines, ici, augmente. Donc un aliment qui sera mieux valorisé et moins de risque d'avoir des troubles digestifs à cause d'une protéine mal digérée. Donc pour synthétiser tout ça, les acides, ce qu'il faut retenir, c'est que ça peut s'utiliser à tous les stades en élevage de porc, en maternité, donc pour les truies, pour avoir une meilleure consommation d'eau, donc une meilleure lactation, et puis pour avoir également une meilleure flore digestive de la truie. Ça peut s'utiliser également sur les porcelets au moment du sevrage. Donc là, ça permet d'avoir une régulation de la flore digestive et d'améliorer également la consommation d'eau et la digestibilité de l'aliment. Et ça peut s'utiliser également chez des porcs charcutiers pour favoriser la consommation d'eau et également gérer les problèmes de flore digestive, notamment au moment des transitions alimentaires. Alors ces acides, quelques précautions quand même, hein, ce sont des produits qui, quand ils sont dans le bidon, sont des produits purs, donc très corrosifs. Donc il faut porter les équipements de protection individuelle adaptés, notamment pour les yeux et pour la peau.
Et puis, ce sont des produits qui peuvent favoriser le développement d'algues s'ils sont mal utilisés. Donc, ce qu'il faut faire, c'est les utiliser de façon séquentielle et les utiliser conjointement à une désinfection de l'eau. Autre point important donc à retenir, c'est que les acides s'utilisent toujours en mélange d'acides faibles. Pour être efficaces, ils doivent être mis dans une eau qui a un pH acide. Donc ça peut poser certains problèmes dans des régions dans lesquelles on aurait une eau qui est particulièrement dure et dont le pH est bloqué à une valeur autour de 7. Ce qui n'est pas forcément le cas dans la région, mais c'est quand même à vérifier. En termes de produits et de dosage à utiliser, donc ça c'est à adapter à votre élevage en fonction de l'objectif qui est recherché. Les valeurs courantes d'utilisation, c'est entre 0,5 et 2 pour 1000. Enfin, c'est un produit, là je vous en ai parlé beaucoup par rapport à l'eau, mais qui peut bien sûr s'utiliser dans la soupe hein, au moment de la constitution de cette soupe. Donc au niveau de Noevi sur les acides, en fait, on a plusieurs produits disponibles. Première catégorie de produits, ce sont des acides, donc des mélanges d'acides faibles qui sont à chaîne courte, donc avec acide formique, acide acétique, acide propionique, acide citrique, acide sorbique et formiate d'ammonium. Donc ça, ce sont des produits qu'on va plutôt utiliser pour le post-sevrage, pour réguler la flore au moment du sevrage et au cours des transitions, et donc pour prévenir tout ce qui est diarrhée que l'on peut observer à ce moment-là. On a un produit équivalent qui est le facilacide. La différence entre ces deux produits, donc aciduperf et facilacide, c'est qu'il y en a un qui peut s'utiliser sur les truies, donc le facilacide, alors que l'autre ne peut pas s'utiliser sur les truies puisqu'il y a un composant à l'intérieur qui n'est pas autorisé en truie. Sur les conditionnements, donc vous avez différents conditionnements, du petit volume jusqu'aux 1200 litres. Deuxième catégorie d'acides dont nous disposons, donc des acides toujours faibles, mais cette fois-ci à chaîne moyenne, donc ceux qui étaient en bas du tableau tout à l'heure, hein, qui eux ont plus une visée régulation de flore gram positive. Donc même chose avec deux produits, l'acide plus, utilisable sur porcelet, porc ou truie, et le Selcoforels, qui lui est utilisable uniquement sur porc et porcelet, puisqu'il contient le formiate d'ammonium qui n'est pas autorisé sur les truies. Là, avec des présentations en plus petit conditionnement. Donc voici un petit peu ce que je voulais vous présenter. Pour poursuivre, on a un témoignage d'éleveur. Je vais faire une petite manip pour changer d'écran. En attendant, si vous voulez poser vos questions, vous pouvez utiliser l'icône conversation en haut de l'écran. Et juste après le témoignage, nous passerons à vos questions. Mon élevage, donc, c'est 290 truies, naisseurs-engraisseurs, sur un cahier des charges label rouge. Voilà, donc tout en bâtiment, sur caillebotis. J'ai une conduite, ce qu'on appelle à la semaine, donc avec approximativement 12 à 14 truies par semaine, donc, ce qui me fait des bandes de porcelets autour de 160, 170 porcelets, donc toutes les semaines. J'avais une problématique de streptocoque dans l'élevage, un peu récurrente depuis quelques années. En eau, je suis sur un fourrage d'exploitation avec un pH assez élevé, donc 7,5. Le fait d'acidifier permettait de faciliter les problèmes en post-sevrage. Donc je descends le pH vers 4,2 avec un acidifiant qui est le Selcoforels, et donc qui me permet de maîtriser un peu mieux le streptocoque, en évitant bien sûr d'utiliser des antibiotiques. Donc voilà, l'acidification c'est pour ça, c'est pour gérer mon problème streptocoque. C'est pas suffisant, mais ça permet d'améliorer significativement. En plus de l'acidification, j'ai utilisé ce qu'on appelle un autovaccin, parce qu'effectivement l'acide en tant que tel ne suffit pas donc à gérer complètement le problème.
Et donc l'autovaccin m'a permis d'améliorer significativement mes problèmes et donc d'être le plus performant possible aujourd'hui. L'acidification, donc j'utilise toute la partie post-sevrage. Donc concrètement, ça veut dire aussitôt après le sevrage, donc de l'âge de 4 semaines à environ 10 semaines d'âge. Oui, alors donc j'ai vu des évolutions positives, mais voilà, encore une fois, que je ne peux pas attribuer qu'à l'acidification. C'est un ensemble, donc auto-vaccin, acidification. Ce que je constate, c'est que l'acidification, enfin, quelque part, c'est une assurance sur le long terme, parce que je me rends bien compte, si ça nous arrive, ça peut nous arriver d'avoir une rupture d'acide, parce que voilà, j'ai pas commandé assez d'eau, ou la pompe doseuse qui tombe en panne, eh bien, on a des risques de retrouver quelques petits problèmes sur quelques porcelets en post-sevrage. Donc c'est une pompe doseuse donc, qui vient donc ajouter la dose nécessaire pour faire baisser le pH à 4,2, donc en tête de réseau en fait sur mon circuit ISO. En continu, oui. J'ai fait le choix voilà, de faire du continu sur toute la période de post-sevrage. Non, du tout, non. La contrainte, c'est peut-être le coût, justement, mais qui reste, je pense, raisonnable. Alors, j'ai fait une approche d'Assitu à moins d'1 € par porcelet. Je pense que j'ai un retour sur investissement du fait d'avoir un taux de perte quand même bien maîtrisé. C'est un ensemble, il faut pareil, donc acidification, auto-vaccin. Mais le coût est raisonnable et permet d'être tranquille. Voilà. Voilà, merci à cet éleveur d'avoir partagé son expérience avec nous. Nous allons passer à la partie questions. Alors, première question, quel risque en cas de surdosage ou sous-dosage des acides? Alors, surdosage, on peut avoir un risque, je dirais peut-être quand même au niveau de l'appétence de l'eau, parce qu'à partir d'un certain seuil, c'est pas recommandé d'y aller. Sous-dosage, ça va dépendre en fait de l'objectif recherché, c'est-à-dire si c'est trop sous-dosé, le pH peut ne pas descendre comme on le souhaiterait. Donc on n'a pas cette efficacité-là. Et également sous-dosage, on peut ne pas avoir en fait suffisamment de molécules d'acide pour avoir une action vraiment sur la flore. Donc voilà, le dosage, il faut partir, je dirais, d'un dosage à peu près standard, regarder si on arrive à baisser le pH comme on le souhaite, et à partir de là, adapter. Après, c'est sûr que si on doit monter à 4, 5 pour 1000, ça commence à faire vraiment beaucoup. Hein. C'est sans doute qu'il y a autre chose à faire pour baisser le pH. D'accord, merci. Une deuxième question, est-ce qu'il y a eu des essais qui ont été faits pour prouver l'action des acides sur les problèmes digestifs? Oui, il y a eu des essais qui ont été faits. En fait, ce qui a été fait, c'est qu'on a mis de l'acide dans de l'aliment et on a regardé en fait le pourcentage de truies qui excrétaient dans leur déjection, donc certaines bactéries, dont les salmonelles. Et ce qu'on observe, c'est qu'en présence d'acide dans l'aliment, on retrouve moins de truies positives en excrétion salmonelle. Ça a été fait aussi pour d'autres bactéries, comme des Escherichia coli. Donc ça montre que les acides permettent de réguler la flore. Donc c'est pas du tout ou rien, mais ça améliore les flores digestives en élevage. D'accord. Une autre question, comment je choisis les acides à utiliser? Alors les acides à utiliser, c'est ce que je vous ai présenté. Il y a globalement deux grandes familles, les acides à chaîne courte et les acides à chaîne moyenne. Si vous êtes plutôt dans une optique de réguler des flores gram négatives type coli, on sera plutôt sur les acides à chaîne courte, alors que si vous êtes plutôt pour une visée régulation bactéries gram positive, eh bien on sera sur des acides à chaîne moyenne. Après, vous pouvez également demander conseil donc à votre vétérinaire ou à votre technicien sur ces questions-là. Ok. Autre question, quelles sont les pompes qu'on peut utiliser? Alors sur les pompes, il y a plusieurs pompes qui existent, des pompes mécaniques, des pompes électriques. Le choix doit se faire en privilégiant du matériel qui va supporter l'aspect corrosif de l'acide, puisque quand il est injecté pur. Donc il faut que les joints supportent l'acidité. D'accord. Y a-t-il des contre-indications à utiliser des acides? Alors des contre-indications, non.
Après, voilà, il faut le faire dans des bonnes conditions de sécurité pour l'opérateur et puis avec des dosages raisonnables. Mais sinon, ça peut s'utiliser sur tout type d'animaux. Après, il faut voilà, faire attention à certains produits qui ne sont pas autorisés en truie quand il y a du formiate d'ammonium, mais sinon, il n'y a pas de contre-indication à utiliser les acides. Merci. Alors, nous avons une question autour des mélanges. Les mélanges avec les biocides, est-ce qu'ils sont possibles? Alors, les mélanges, quand on parle de mélange, qu'on soit clair, là, je vous ai présenté l'intérêt des acides avec la chloration. L'acide est injecté par une pompe et le chlore est injecté par une autre pompe. Ne mélangez jamais l'acide pur avec un autre produit pur. C'est des produits très concentrés, donc ça va réagir violemment. C'est complètement contre-indiqué. Après, sur les autres biocides, ça peut s'utiliser avec une eau qui serait traitée au peroxyde. On peut également injecter du chlore, des acides faibles dans une autre pompe. Merci. Alors, nous avons épuisé les questions en ligne. Je vous propose du coup de conclure. Merci David pour cette présentation. Merci au GAEC Rousseau pour le témoignage qu'il nous a apporté et le temps qu'il nous a accordé. Vous pourrez retrouver ce webinaire sur Tertiel et sur la chaîne YouTube de Noévi. Merci pour votre écoute et très bon après-midi à tous. À bientôt. Merci.